Personnalité charismatique, égérie du cinéma X dans les années 70, Brigitte Lahaie anime une émission de radio quotidienne dans laquelle elle distille ses conseils sur l'amour, le couple et la sexualité. Elle a publié plusieurs livres dont « Réussir son couple, c'est possible » et, plus récemment, « Le nouvel art d'aimer ». Nous avons rencontré Brigitte dans son appartement parisien. L'occasion, pour cette femme inspirante, de nous parler de ce qui l'anime, la libération des femmes, bien sûr, et de leur sexualité, ou encore le regard que pose la société sur le corps des femmes. Alors, on va vous emmener en voyage. C'est un voyage. Chic. On a choisi le mot amour, c'est le thème parce qu'on fait des portraits de femmes. On est venu à Paris pour faire des portraits de femmes. D'accord. Et on a choisi le mot amour parce que le point commun, vous avez toutes ce mot qui vous rassemble. Et c'est donc des petits sacs, et dans chaque sac, il y a des lettres. D'accord, et c'est amour au pluriel. Alors on peut l'enlever. Non, mais moi ça ne me gêne pas, on peut le mettre au pluriel. Le mot que vous avez tiré, vous le définissez comme vous le sentez, comme il vient, comment vous le placez dans votre vie, maintenant, à l'instant présent, par rapport à votre histoire. Vous voulez dire, je prends un sac, un mot, on va vous apporter voilà. un sac. Et d'accord. Sachez que vous pouvez le mot le transformer, le tourner à l'envers, ou en prendre un autre, c'est pas figé. Hein. Et je prends un ticket. On dit, est-ce que j'ai un ticket Bah oui. Alors voilà, j'ai pris. Ah non, j'en ai pris plein. Appartenance. Et alors qu'est-ce que ça m'évoque, c'est ça? Oui, qu'est-ce que ça vous évoque, l'appartenance? Alors c'est pas un mot que je vais aimer parce que appartenance, ça évoque qu'on doit faire partie d'un groupe pour moi. Et je trouve pas ça chouette. Je trouve qu'au contraire, faut s'individualiser. Donc je suis pas. Moi personnellement, je trouve que l'appartenance c'est quelque chose qui va forcément nous limiter. Parce que si on veut faire partie d'un groupe, on va essayer de ressembler aux personnes qui sont dans ce groupe. Et puis à partir du moment où on essaye de ressembler à quelqu'un, on essaye de se créer par rapport à l'extérieur, alors qu'il faut toujours revenir à l'intérieur de soi pour se permettre d'être celle ou celui qu'on pense, enfin qu'on a envie d'être ou qu'on est tout simplement. Donc voilà, je vous le déchire. Non, je ne l'ai pas déchiré. Vous voulez que j'en prenne un autre? Des mots, vous en voulez encore un A? Parce que je me suis dit, mais appartenance, quand on ne veut pas appartenir aux autres, pourtant on a besoin des autres pour avoir une référence. Alors, bien sûr qu'on va se construire grâce aux autres, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut vouloir être dans le même groupe que l'autre. On va prendre de l'autre certaines parts qui vont constituer notre moi, et puis on va prendre de quelqu'un d'autre certaines parts qui vont continuer à construire notre moi, mais on va pas. C'est les animaux par exemple qui forment des groupes, je trouve, plus que les humains. Et les humains, souvent, on voit bien quand ils ont besoin justement d'être dans l'appartenance d'une culture, d'un pays, etc. Ils perdent un tout petit peu de leur individualité. Et c'est toute la question d'ailleurs de la société actuelle où on veut à la fois être très... Enfin, il y a une sorte comme ça de recherche individualiste très forte, mais qui est finalement basée plus sur quelque chose de l'apparence. Et il y a parallèlement à ça forcément le contre-courant de groupes sectaires, donc voilà ce que je pense du mot appartenance. L'appartenance qui peut être donc du coup un enfermement. Oui, absolument, je trouve. Vous n'êtes pas d'accord un peu? C'est vrai, c'est une façon de le lire, mais oui, effectivement... Oui. Mais toi, ton avis? Appartenance, c'est aussi gratifiant d'appartenir. C'est quand même l'humain a besoin de relations. On a besoin de se mettre en relation. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas perdre son identité. Et c'est cet équilibre qui est délicat, je pense. Ah, c'est intéressant de dire le je, parce que on dit le on, c'est bien, on appartient. C'est justement, ben voilà, le je et le on. Le on appartient au groupe. Et le je, c'est... Qui je suis, quelle est mon identité. Sur un petit mot comme ça, il y a déjà mais bien pas sûr, mal. Mais bien sûr. Mais ce qui, je trouve que c'est toujours intéressant, c'est d'être spontané. Qu'est-ce qui nous vient en premier, comme ça, voilà.
Ok. Ok, pour le A, c'est bon. On va garder l'appartenance, si vous voulez. D'accord. Et on va aller sur le M. M. Alors, je prends pareil, un petit mot. Si vous ne convient pas, on en prend un autre. Non, mais je vais jouer le jeu et tout va me convenir. Condition que je puisse dire peut-être quelque chose qui ne soit pas ce qui vous convienne. Nous, on n'a pas d'attente. Meubler. Ah. Alors là, évidemment, moi ce qui me vient tout de suite, je viens d'emménager et je suis en train de meubler mon appartement. Mais c'est marrant parce qu'on peut toujours voir un côté positif et négatif dans chaque mot finalement. Meubler, quand on est obligé de meubler le silence, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Donc c'est peut-être. Et puis je trouve que l'appareil, faut pas trop de meubles. Enfin, faut juste ce qu'il faut pour que on se sente bien. Mais à la radio, vous ne meublez pas la conversation des fois avec des auditeurs? Alors, j'essaie le moins possible. Mais vous avez raison. Enfin, en tout cas, il faut meubler le silence. À la radio, un silence, c'est pas possible. À la radio, il faut que chaque silence soit habité. Mais autant que faire se peut, oui, il vaut mieux éviter de meubler. Si je meuble, c'est que mon invité n'est pas très, très bon et que l'auditeur est très creux, quoi. C'est-à-dire il ne parle pas vraiment de lui, il sort des banalités. Donc là, forcément, on va meubler. Vous avez raison. Non, d'avoir raison. Merci. Et donc, quand on est dans un espace meublé dans le sens physique du terme, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, si j'entends bien, c'est la sobriété pour vous. Oui, enfin, j'aime les belles choses aussi. Je pense qu'on peut être dans la sobriété et dans l'esthétisme. Mais je trouve que il faut... Enfin, ça, c'est, je pense, aussi l'avantage de l'âge. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a envie de tout avoir, on est plus dans l'avoir. Et puis au fil des ans, on est plus dans l'être. Et à ce moment-là, on a besoin d'objets qui sont confortables, esthétiques, qui correspondent à ce qu'on est devenu. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand vous entrez dans un lieu de quelqu'un, vous avez plein d'indices, vous avez plein d'informations qui vous permettent de comprendre cette personne. C'est vrai. Quand on est rentré chez vous tout à l'heure et qu'on a vu le tableau posé, on s'est dit « Ah, ça fait pas longtemps qu'elle est là !» Eh oui, bien sûr. C'est un indice. Bien sûr. Eh bien, on peut aller sur le haut. Très bien. Ah, je vous les laisse, pardon. Oui. Oh. Pardon. Obstiné. Bon, là, la persévérance, c'est bien. L'obstination, c'est un petit peu... Je trouve que c'est une chose qu'on apprend aussi dans la vie quand on travaille, quand on est sur des projets. Quand un projet a vraiment du mal à aboutir, il ne faut pas s'obstiner, c'est que c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Moi, je fais beaucoup confiance à ces signes-là. L'obstination, c'est quelque part ne pas être capable de lâcher prise, quoi. Certains diraient que c'est parce qu'on renonce trop facilement, mais non, je pense que quand les choses doivent se faire, il y a une sorte comme ça de fluidité. Oui, absolument, de fluidité. Je trouve que l'obstination, c'est souvent un besoin de contrôle, de prouver qu'on va y arriver. Et finalement, on dépense, sans en avoir l'air, quand on est obstiné, je trouve qu'on dépense beaucoup d'énergie. Une énergie passive, mais une énergie qui est finalement pas... Et puis très souvent, les gens obstinés sont des gens qui sont pas à l'écoute des autres, qui sont pas à l'écoute d'eux-mêmes. Essayez, quand vous avez quelqu'un qui est obstiné pour faire quelque chose, essayez de lui dire, mais peut-être que c'est pas le moment, peut-être que vous allez voir, il va rebondir d'autant plus sur ce projet qu'il veut absolument vous prouver qu'il a raison d'y arriver. C'est ça, c'est l'ego qui veut pas lâcher prise. Absolument, c'est l'ego qui lâche pas prise. Oui, mais les auditeurs, ils sont obstinés, ils veulent réaliser leur relation de couple ou de s'en sortir. Alors comment... Non, je crois pas qu'ils soient obstinés. Je crois qu'ils sont, ils ont peur. Pour moi, le problème de la majorité des gens, en tout cas dans les relations amoureuses, mais je crois que c'est pareil dans d'autres domaines, ils ont peur. Et le changement fait peur. Et parfois, on va préférer rester dans quelque chose qui ne nous convient pas vraiment,
parce qu'il n'y a pas de changement, parce qu'on a nos habitudes, on a nos repères. Et non, je crois pas que les gens soient tellement obstinés d'ailleurs. Obstinés à la peur. Si vous voulez, enfin obstinés à la peur, c'est... C'est quoi? Une bêtise? Non, j'ai pas dit que vous disiez une bêtise, mais c'est obstiné à la peur. Non, c'est rester accroché à sa peur, mais c'est en fait avoir une difficulté, parce que j'ai beaucoup de respect pour la peur des gens, parce qu'au fond, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir quelqu'un qui les aide à s'ouvrir à eux-mêmes. Hein. Donc, mais plus on laisse le temps nous engluer dans des choses qui ne vont pas bien, plus on aura peur de bouger, quoi. D'en sortir. Et vous pensez que c'est une chance de trouver quelqu'un qui nous écoute, qui nous aide à nous ouvrir? Alors, c'est une chance, faut-il encore la saisir? Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui, à un moment donné, nous ouvre un peu les yeux, et puis finalement, c'est la fameuse carte du tarot de Marseille, vous savez, où la roue, où les oreilles sont fermées, les yeux sont fermés, et la bouche cousue. Et donc là, on peut rencontrer n'importe qui, on n'entendra rien, on verra rien, et on ne sera pas capable de changer. Vous êtes passé par ces étapes, aveuglement, surdité? Non. Moi, j'ai plutôt eu le syndrome inverse. J'avais peur de rien, donc j'ai tout osé. Et puis après, j'ai appris à cicatriser. Mais je peux pas dire que j'ai été obstinée. Non, je suis pas quelqu'un d'obstiné. Par contre, vous avez employé un mot, oser, qui m'amène à une question que je voulais vous poser. À quel moment de votre vie vous avez le plus osé? Je crois que j'ai osé le plus quand j'étais très jeune, vers 20 ans. Et je pense que c'est le moment de la vie où il faut oser. Moi, je pense que si on n'ose pas à 20 ans, on risque fort de ne jamais oser. Hein. C'est quand même l'âge où on est envahi d'hormones et prêt à... Et puis on a la vie devant soi, quoi. Je dirais qu'à la limite, des échecs à 20 ans, on s'en relèvera mieux que des échecs à 60 ans. Que plus tard. Il y a un côté invincible dans la jeunesse, ce côté audacieux. Je trouve, si on n'a pas ça quand on a 20 ans, ça sera compliqué de le développer plus tard. Mais il y a aussi... en tout cas chez moi, peut-être pas chez tous les ados et les jeunes, chez moi il y avait aussi un côté très très naïf, qui était à la fois une sorte de comment dirais-je, de pureté, de quelque chose de plutôt positif, mais qui était aussi une connerie, quoi. Les bêtises qu'on fait quand on a 20 ans. Oui, bien sûr, mais la naïveté, c'est pas toujours... c'est très à double tranchant quand même. Tout à fait, ouais. Une sorte de candeur. Oui, et puis de l'innocence, bon, c'est bien, mais trop d'innocence, on peut se faire abuser par n'importe qui. Et c'est pas une question de chance ou de malchance là aussi? Je crois pas. Je crois quand même qu'on a. Alors, j'aime pas le côté de dire on a un destin, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais on est très souvent à des croisées de chemin où on peut prendre la bonne ou la mauvaise direction. Et alors c'est vrai qu'il y a des gens qui a priori ont l'air d'avoir plus de bonne intuition que d'autres, mais je crois que c'est comme pour tout, l'intuition, ça fait partie des choses qui se développent et qui se travaillent, et je pense que si on prend un mauvais chemin, c'est important de comprendre qu'est-ce qui nous a entraînés dans ce mauvais chemin pour pas répéter nos erreurs, quoi. On entend des gens qui répètent des erreurs quand même plusieurs fois. Bon, une fois c'est possible, 2 fois c'est embêtant quand même. La première fois, on dit que la première fois c'est de l'inexpérience, puis la deuxième fois c'est de la bêtise, quoi. Oui, c'est dit un petit peu abruptement, mais oui, en tout cas c'est apprendre de ses erreurs, en tout cas. Voilà, si on refait la même bêtise, c'est quelque part on refuse de se remettre en question, c'est toujours pareil, hein.
moi, j'aime pas cette tendance actuelle à victimiser les gens. Non, on peut être victime une fois. Si on est victime la deuxième fois de la même chose, c'est que quelque part, on prend pas sa part. Moi, j'aime bien certains de mes invités qui travaillent sur justement les fameux pervers narcissiques. Je déteste ce mot qu'on met à toutes les sauces, mais je veux dire, on a sa part de responsabilité si on tombe sur quelqu'un de pervers, parce que quelque part on y a cru et on n'a pas dit stop assez tôt, parce que justement c'était beau et on a voulu croire au conte de fées, hein. Des fois, c'est notre propre perversité qui ouvre la porte à d'autres pervers, parce qu'il y a une part de perversité. Non, ça je crois pas. Je crois que le pervers repère très très bien sa victime. Ce sont généralement des personnes, de belles personnes d'ailleurs, donc pas des pervers, parce que les pervers, pour moi, c'est pas des belles personnes. Et c'est des belles personnes, mais qui sont à un moment de leur vie un peu fragilisées, peut-être par exemple par une rupture sentimentale, un échec professionnel. Et là, on leur sort les violons et ils tombent sous le charme de quelqu'un qui va se révéler ensuite négatif. Parce qu'un pervers, c'est aussi quelqu'un qui a été brutalisé. Généralement, la perversion est due à une enfance massacrée, ou etc., etc. Les trois quarts du temps, c'est vrai. Mais ça explique, ça n'excuse rien. Parce qu'il y a, heureusement, tous les enfants maltraités ne deviennent pas pervers. Il y a toujours cette relation triangulaire dans les émissions radio que vous faites, bourreau, victime et sauveur. Alors, ça fait partie des schémas psychologiques qui sont assez basiques et assez simples à comprendre pour les gens. Oui, je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant, c'est pas systématique non plus. Et je pense qu'on peut être victime d'être sauveur et être une victime tout en sauvant l'autre. Enfin, je veux dire, et on peut être bourreau sans forcément être conscient de ça. Enfin non, mais je trouve que c'est quand même assez clair pour le grand public, cette triangulation. Et quel est le mot, quelle est la quête de tous ceux que vous entendez? Quel est le point commun de tous? Je crois que le point commun, ils recherchent tous l'amour. Bon. Pourquoi c'est si compliqué quand on recherche juste une chose? C'est compliqué l'amour parce que c'est quelque chose qui est fluctuant. C'est pas vous l'avez aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de l'avoir demain. C'est pas vous achetez un canapé, vous avez le canapé. Alors il va certes un peu s'user, mais il va pas disparaître. L'amour, ça peut disparaître. Comme c'est venu, c'est très. D'ailleurs, c'est pour ça que certains psys appellent ça une illusion. On vient d'avoir la même conversation avec Haroun. Sur l'illusion. C'est pour ça qu'on se regardait. L'illusion de l'amour. Oui. L'illusion. Mais attendez, c'est comme la religion, ce sont des illusions, mais qui font tellement de bien, et il faut surtout pas s'en priver. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus chouette que l'amour. Et puis attention, parce que on peut aussi parler de l'amour au sens de l'agapé, à ce moment-là, au sens du sacré. Et donc à ce moment-là, l'amour, c'est aussi la force de vie de la nature au moment du printemps. C'est cette force de survie extraordinaire qu'on voit dans la nature. C'est cette chose merveilleuse qui fait qu'on a malgré nous toujours envie d'être en relation avec les autres. Enfin, c'est aussi ça, l'amour. C'est pas que l'amour au sens d'aimer quelqu'un et d'être aimé. Et au sens très simple du terme, pourquoi, alors si l'amour ne dure pas, pourquoi les couples alors? Pourquoi les gens cherchent à se mettre en couple si l'amour finalement il disparaît du jour au lendemain? Parce que d'abord, très souvent, on cherche l'autre pour combler nos manques et pour guérir nos blessures. Donc ça, c'est, je dirais, la mauvaise façon d'aimer. Et puis ensuite, on a aussi envie de partager. Moi, je suis une grande solitaire, une grande indépendante, mais moi, quand je suis dans une relation d'amour qui marche bien, je trouve que c'est sympa d'avoir quelqu'un qui sera la première personne à qui on a envie d'annoncer une bonne nouvelle et la première personne avec qui on sait qu'on pourra se poser
parce qu'on traverse une phase difficile. Donc c'est quand même le couple, quand il marche bien, je trouve que c'est quand même enfin, c'est quand même très sécurisant et ça donne cette sensation un petit peu d'éternité au sens symbolique du terme. Quand ça marche bien, le couple, c'est formidable. On regarde ensemble dans la même direction. Il y a une sorte de, on peut se reposer l'un sur l'autre sans, mais c'est jamais sûr que ça sera comme ça demain. Qu'est-ce que pour vous la fidélité dans le couple par rapport à justement la relation? Alors moi j'ai toujours, moi depuis quelque temps j'ai décidé que j'allais utiliser un autre mot que fidélité, que j'allais utiliser le loyauté. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est deux mots qui se rejoignent hein, quelque part, parce que la fidélité, elle signifie quoi? Elle signifie qu'il faudrait se sacrifier pour l'autre sous prétexte qu'il faut être fidèle. Moi je suis désolée, quand il y a une relation sexuelle qui va pas bien dans un couple, on peut très bien rester loyal et éventuellement se satisfaire ailleurs. Moi je suis pas, enfin je comprends pas que ce soit encore la première cause de rupture dans les couples aujourd'hui. Même si je comprends et j'ai subi une infidélité de la part de mon premier amour. En plus, c'était avec ma sœur, donc je sais ce que c'est que cette épreuve-là. Mais c'est pas pour ça que j'ai quitté l'homme avec qui j'étais, parce que je pense que c'est pas non plus. Il m'aimait et puis bon, les circonstances ont fait que ça s'est passé. Je veux dire, et quelque part, j'ai pas considéré qu'il ne m'avait pas été loyal, même s'il m'avait été infidèle. C'est deux choses qui sont très différentes. La loyauté, c'est... on peut même d'ailleurs tomber amoureux ou amoureuse de son amant ou de son amante et continuer à être loyal avec sa femme ou son mari. Et au contraire aussi avoir une fidélité pour une personne et ne pas avoir de relation sexuelle avec elle. On peut aimer quelqu'un sans avoir de relation sexuelle. Alors, oui, il y a d'ailleurs beaucoup de couples qui terminent à leur sexualité et qui restent amis, mais je pense quand même qu'un des piliers du couple, c'est la sexualité. En tout cas, l'intimité et l'échange de caresses et de sexualité. Je crois quand même que c'est un des piliers essentiels du couple. Encore une fois, il y a des couples qui fonctionnent et il y a pas... mais je crois quand même que ça... Tout simplement parce que quand il n'y a plus de sexualité dans un couple, il y a quand même quelque chose qui s'éloigne. Et quoi qu'on en dise, le risque qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre dans le couple et qui provoque donc une... Et puis ensuite, la sexualité, c'est ce qui va tout doucement apaiser les petits conflits du quotidien. Quoi qu'on en dise, quand il y a une sexualité qui fonctionne, même si c'est qu'une fois ou deux par mois, les petits tracas, les petites rancœurs, elles s'en vont. Et c'est peut-être ce que ça veut dire faire la paix sur l'oreiller. C'est éliminer les toxiques du quotidien. Et donc, le polyamour, c'est aussi finalement une possibilité de couple. C'est une possibilité. La seule chose sur laquelle je suis sceptique sur le polyamour, c'est cette transparence. Je crois que on peut être polyamoureux, mais je ne crois pas qu'on puisse être aussi transparent que ça, parce que quoi qu'il en soit, même si, enfin moi je peux entendre que mon partenaire aille voir ailleurs, c'est pas quelque chose qui mais j'ai pas envie de le savoir, quoi. C'est son histoire, ça ne me regarde pas. Voilà, je crois que ce qu'on fait ensemble, c'est ce qu'on fait ensemble. Ce qu'il fait ailleurs, ça ne me regarde pas. Moi, c'est plutôt ça ma vision du polyamour. Alors que j'entends plutôt des choses très, faut tout se dire, enfin, je crois que ça c'est très infantile. Comme si on fallait tout dire à maman. Non, je crois pas. Alors justement, pourquoi, si le couple est tellement important et prend beaucoup d'importance maintenant, pourquoi ce sont les femmes qui s'y investissent tellement? Il me semble que c'est vraiment les femmes qui prennent le couple, l'amour. Alors ça c'est clair que c'est les femmes qui sont le plus en demande d'amour, mais en même temps c'est toujours elles pratiquement qui vont mettre fin à un couple qui ne fonctionne plus.
Donc elles sont très exigeantes, les femmes, mais parce que les femmes, elles sont beaucoup plus dans l'émotion que les hommes. Les hommes sont plus dans l'action. Les hommes vont plus attacher d'importance à la sexualité que les femmes, mais les femmes, elles ont énormément besoin de se sentir aimées. Alors après, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Ça, c'est le grand débat. Moi, j'ai même pas envie de répondre à cette question. Est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? C'est comme ça encore actuellement ici et dans bien d'autres cultures. Donc, je crois que ça restera encore assez longtemps comme ça. Et leur émancipation, justement, comme elles sont investies dans la relation, comment elles peuvent s'émanciper? Parce qu'on parle d'émancipation de la femme aujourd'hui, mais il y a tellement de choses à faire. Elles me disent des fois, je ne sais pas quoi faire de cette liberté. Oui, mais la liberté est très exigeante. C'était plus facile avant d'être dans des rails bien dessinés. Et je crois d'ailleurs que c'est une erreur de trop ouvrir. Moi, je pense que la normalité est utile dans une société, est utile aussi pour l'individu. Ça, c'est la norme. Après, si on est courageux, si on ose, si on va pouvoir en sortir aujourd'hui. Mais je pense que vouloir absolument aplanir la norme comme si c'était aussi normal d'être homosexuel qu'hétérosexuel, non, je suis désolée, pour l'instant la norme c'est quand même encore l'hétérosexualité. Et c'est important de le dire, même si moi j'étais une des premières à évoquer l'homosexualité il y a très longtemps, donc je ne crois pas que je puisse être accusée d'être homophobe, mais c'est important parce que sinon on a des gens, par exemple actuellement, vous avez beaucoup d'adolescents qui vont pas bien et qui se laissent embobiner et se disent « Ah bah je suis pas bien, je vais pas bien, c'est peut-être parce que je suis pas du bon sexe ». Non, il va pas bien, c'est tout. Pas la peine d'aller essayer de prendre des hormones surtout que c'est rédhibitoire. Une fois qu'on a pris des hormones, on a son corps qui se transforme et c'est à vie. Donc, vous voyez, il y a des courants comme ça de vouloir permettre tout et sous prétexte qu'il faut libérer. Non. La liberté totale, de toute façon, elle n'existe pas. Et vous parliez de normes, même vous, Brigitte, vous étiez hors normes déjà dans votre vie. Bien sûr, mais j'en ai payé le prix et je l'ai assumé. Je veux dire, c'est pas forcément facile d'être hors norme. Mais si on a envie d'être hors norme, on va se libérer de la norme et on va oser. Mais pour beaucoup de gens, moi je le vois par exemple sur des femmes qui vont, sous prétexte être une femme libre, comme il faut être aujourd'hui, aller sur des sites de rencontres, se faire sauter par 10 mecs et avoir après une sorte de dégoût de leur corps parce que finalement c'est pas ça dont elles ont envie. Donc faut pas sous prétexte que on veut être moderne entre guillemets. Non, je pense que quoi qu'il en soit, la norme aujourd'hui encore, c'est l'hétérosexualité, c'est le couple, c'est pour une femme d'avoir des enfants, même si heureusement qu'aujourd'hui c'est plus facile pour les femmes d'assumer de ne pas avoir d'enfants, mais la majorité des femmes aujourd'hui ont envie d'avoir des enfants. Donc la norme, elle est là. Une question qui me passe par la tête. Les ados, vous avez fait, ça on sait, vous avez travaillé dans le cinéma. Comment vous vous situez par rapport à ce passé avec les adolescents aujourd'hui? Puisque les adolescents n'ont pas de référence dans leur sexualité. Leur seule référence, c'est des films pornographiques. Ils pensent que la sexualité, c'est ça. Comment aujourd'hui, tu as payé le prix, mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui entre ça? Je pense que actuellement la seule manière de pallier cette pornographie qui est quand même assez violente, ce serait d'avoir une vraie politique d'éducation à la sexualité, je dirais même à l'affectivité dès le plus jeune âge. Parce que ça serait les parents qui devraient être plus ouverts et parler plus tôt à leurs enfants de sexualité, mais les parents ne sont pas capables de le faire. La plupart des parents ont du mal avec ça, et donc ça serait à la société de s'en occuper, bien sûr. Il est évident qu'un garçon de 13-14 ans, parce que c'est l'âge où il commence à tomber dessus, faut pas se mentir, qui tombe sur des images porno, s'il n'est pas du tout préparé,
ça sera plus traumatisant que s'il a eu la chance d'avoir un petit peu de gens, d'adultes qui lui ont expliqué ce que c'était que l'amour, justement, qui englobe la sexualité, l'amour. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'on a oublié qu'il y a une différence fondamentale entre la sexualité et le sexe. Et la pornographie, c'est du sexe, c'est pas de la sexualité. Donc c'est quoi la différence entre le sexe et la sexualité? Le sexe, c'est deux organes génitaux qui se rencontrent et puis qui baisent, et puis qu'importe, l'autre est interchangeable. Il y a pas de. La sexualité, c'est deux personnes qui se rencontrent avec des organes génitaux, certes, mais aussi des émotions, du psychisme et peut-être même deux âmes. Et quelle différence entre faire l'amour et baiser? Moi j'ai pas de problème avec ce terme baiser, ça je trouve que c'est sympa. Et puis on va dire que baiser c'est très vite un soir où on a très envie, et faire l'amour c'est l'après-midi où on a pris son temps et qu'on a mis des rituels en place, etc. Non, j'ai pas de souci. Donc baiser c'est le quickie des Américains. Si vous voulez, oui. Ouais, et puis il y a quand même dans baiser, il y a le mot baiser, enfin je veux dire, c'est pas. C'est pas. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez beaucoup du baiser cette fois-ci. Oui, bien sûr. En disant que c'est un acte encore plus intime parfois que la pénétration ou l'acte sexuel. Je trouve que. Et d'ailleurs, moi je dis toujours, on sait pratiquement, quand on embrasse quelqu'un, on sait pratiquement, avec l'expérience un peu peut-être, je sais pas, si ça vaut le coup de continuer ou pas. Il y a déjà des atomes crochus qui se font, qui se font pas. Bien sûr. On échange des tas de choses avec le baiser, bien sûr. On fait la lettre U? Oui, allons-y. Ça va, ça? Très bien, oui. Alors, la lettre U. Pour l'instant, je tire que des mots qui me plaisent pas, c'est pas juste. Hein. Après, vous donnerez 3 mots. Universitaire. Dites donc, il faut retourner à l'école. Vous avez le droit de le changer si vous voulez. Ah oui, celui-là, je vais le changer, parce que alors vraiment... Allez, stop. De l'école. Non, c'est loin tout ça. J'ai appris vraiment sur le tas, moi. Vous avez fait l'université de la vie. Oui. Usure. Ah. Alors ça, c'est malheureusement assez inévitable. Hein. C'est assez inévitable, mais en même temps, faut essayer de polir les choses. Il faut les user en les polissant. Il faut essayer voilà, mais c'est inévitable, l'usure. Et comment vous vivez ça par rapport à mon âge? Oui, le cinéma, comment connu, célébrité. Alors, c'est marrant parce que j'ai tourné un téléfilm là récemment, et la première fois que j'ai vu un peu les images à la synchro, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est bon, t'as plus la même physique, etc. Et en même temps, je me suis dit, bon, voilà, c'est bien. En même temps, je suis plus, je joue mieux, je suis plus, voilà, j'ai pas. Je pense qu'il faut l'accepter, ça, cette réalité du vieillissement qui est, de toute façon, on peut rien y faire. Enfin, je veux dire, faut pas. Mais en même temps, il y a une enquête que j'ai trouvée très intéressante qui a montré que les gens sont plus heureux à 60 ans qu'à 20 ans. Comme quoi, on peut... Et puis, quand on prend de l'âge, est-ce qu'on renoue pas, en tant que femme, en tout cas avec sa puissance? Il n'y a pas un peu une notion de devenir quelque part plus puissante? Je sais pas, parce que moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a parlé, ce terme puissante. Je sais qu'en ce moment, on reçoit plein de livres sur la puissance féminine, etc. Et moi, j'ai pas cette notion du féminin, moi. Je pense que c'est une erreur de parler de puissance féminine. Je pense que la femme, elle a sa féminité par cette capacité justement à être ouverte, à être réceptive, à être
voilà, le mot puissant, pour moi, il est un terme presque un petit peu revendicateur, comme s'il fallait devenir puissante pour... oui, absolument, comme s'il fallait devenir puissante pour pouvoir écraser les hommes. Ça m'agace un peu, ce terme puissant. Vous le remplaceriez par quel mot, alors ? Moi, je crois réellement que les femmes doivent apprendre à s'ouvrir. Je pense que actuellement, enfin, moi, je crois que ce qui a fait mon succès et ce qui fait mon succès aujourd'hui auprès des gens, c'est cette capacité à recevoir et à ouvrir. Et c'est en ça que je crois que je suis restée très féminine et que je suis peut-être même plus féminine aujourd'hui que je ne l'étais quand j'avais 20 ans. Alors, j'étais certainement très sexy. Je suis certainement plus féminine aujourd'hui que je ne l'étais parce que justement je me suis ouverte et je suis dans la réceptivité à l'autre. Qui est vraiment le caractère féminin, quoi, la réceptivité. C'est vraiment la féminité. Oui. Et de ce fait-là, quand on a cette capacité à être posé, à être... et ben à ce moment-là, on va... Comment dirais-je, on va engendrer l'autre au sens du féminin, justement. Donc la femme, c'est de s'ouvrir et l'homme Eh ben, l'homme, il est actif. Là-dessus, je pense que on est assez... c'est assez compréhensible parce que c'est un terme, on parle toujours de la passivité féminine et de l'homme, la femme passive et l'homme actif. Et je pense que le terme passif, il faut le comprendre dans le sens de ouverture et de réceptivité. Et c'est vrai que si on entend le terme passif comme soumis, ça ne va pas aider les femmes à se libérer. Mais je pense que on est très complémentaires et je crois que le terme actif correspond toujours très bien pour l'homme. Et où il en est, l'homme, avec tous les témoignages que vous avez, comment il se situe aujourd'hui ? L'homme de maintenant. Il y a de tout. Il y a des hommes qui sont restés très machos. Il y a des hommes qui sont très inquiets et qui n'osent plus, qui ont peur d'aborder les femmes aujourd'hui justement. Et puis il y a des hommes, au contraire. J'ai eu un témoignage il y a 2 jours d'un homme de 25 ans qui était formidable, qui avait l'air de tout avoir compris de ce que c'est qu'être un homme dans le respect de la femme et dans le désir de la femme. Enfin, Donc on voit une évolution sociétale. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Ah bah oui, ça de toute façon, il y aura un avant et un après MeToo, ça c'est sûr. Avec évidemment des avancées, des reculés, des pas de côté. Mais pour moi la liberté des femmes, elle remonte bien avant MeToo. Hein. Je pense que MeToo est un phénomène presque excessif, sans doute utile pour faire bouger un peu plus encore les choses, mais là il est un peu excessif. Pour usure, ça va ? Oui. Je vais le garder. Ah pardon, je ne sais pas pourquoi, je veux toujours les ranger. Je suis bien élevée, je range les choses. Alors le R. Alors. Mais vous avez que des mots cons comme ça c'est vraiment. Aruna, elle a fait un super tirage ce matin. Mais ça dépend vraiment. Peut-être c'est pas votre truc. Il faut mais prenez 2 mots. Non, c'est pas grave. Ouais. Alors route. Parce que route c'est mieux. Route, bah si, la route c'est le chemin, c'est ce qu'importe. Comme je dis souvent, qu'importe. Quand est-ce qu'on va y arriver, du moment qu'on prenne la route et la bonne route. Non, la route ça va. Ça va aller. On a sauvé les meubles. C'est le cas de le dire. Ouais. Non, mais la route ça va. Il faut toujours être en route d'ailleurs. Il ne faut jamais s'arrêter. Là, vous vous êtes beaucoup remise en question tout au long de votre vie. Pas tellement, non. Remise en question, non, je dirais pas ça. Et quelque part, ma route, depuis mon adolescence, elle est assez linéaire. Je veux dire, j'ai pas fait des changements brutaux. Je suis restée assez dans la même voie que je m'étais tracée. Donc c'est quoi la voie ? C'est d'abord de rester libre. Ça fait partie des choses qui m'ont
peut-être parfois fait perdre du temps dans ma notoriété, mais qui ont été essentielles. Et puis ensuite, j'ai défendu la liberté sexuelle, d'abord avec mon corps, ensuite avec mes mots, mes livres, et puis maintenant à la radio. Mais la liberté sexuelle, c'est presque un mot un peu restreint. Je défends la liberté d'être au sens profond, mais par contre, même s'il y a une dimension forte de spiritualité chez moi et que ça fait partie de mon chemin et de ma route, je trouve qu'il faut faire attention. J'entends trop de gens qui sont dans la spiritualité et qui disent qu'à un moment donné, la sexualité n'est plus nécessaire, l'homme n'a plus besoin d'éjaculer, enfin je veux dire, attention quoi. Après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que on peut pas réellement savoir qui on est si on n'est pas passé quand même par la sexualité et par la relation à l'autre d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de gens dans la spiritualité qui sont des grands solitaires, qui sont soi-disant tellement ils sont riches de l'intérieur. Moi à mon avis ils évitent ce qu'est le couple, et c'est un vrai parcours initiatique le couple. Vous étiez en couple? Alors moi je suis restée en couple 22 ans, je viens de mettre fin à mon couple récemment, et donc j'ai en effet, mais j'ai eu beaucoup d'histoires d'amour, hein, mais j'ai même eu un couple qui a duré 22 ans, donc je sais ce que c'est que le couple, oui. On tire un autre mot à la con? Sur R? Dans le R vous voulez? Non, dans le S. Dans le S, ah bon. Finissons-en vite. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, je vais essayer de tirer un mot sexe. Allez. Vas-y, sexe. Non, vas-y. Non, mais ça va. Je joue le jeu. Alors. Mais dites sexe. Se moquer. Ben voilà, je me suis moqué de vous, c'est bon. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous mettez se moquer, parce qu'à ce moment-là, on peut mettre n'importe quel mot. Se laver, se déshabiller, hein, ça va pas, ça, se moquer. Donc Alors, sexe, on termine avec sexe. On termine avec sexe. Mais oui. Sexe ou sexualité? Non, sexe. J'aime beaucoup ce mot. Je vais vous dire, j'aime beaucoup ce mot. D'abord parce que je trouve ça très joli, avec ce X au milieu. Quand vous l'écrivez avec en mettant un X un peu comme ça, vous voyez, en ondulation, je trouve que c'est un mot qui est très beau. Il y a des mots comme ça que je trouve très beaux. Vous ne trouvez pas que c'est un très beau mot écrit? J'aime le X. Moi aussi, j'aime bien. Il est viril. J'aime bien le X parce que c'est comme une croix inversée. Je trouve que c'est un très beau mot. J'aime bien il y a 2 E. Et franchement, c'est un mot que je trouve très joli, moi, que j'aime beaucoup. Mais justement, quand on parle de beauté, quand on fait l'amour, on ne dit pas grand-chose. Il n'existe pas des textes qu'on peut dire, ou des mots, Il y a des gens bavards, hein, quand même. Qui racontent leur vie pendant qu'ils font l'amour. Non, mais qui parlent. Mais moi je pense que... On sait que dans le sexe, le sens qui reste toujours en alerte, je dis bien en alerte, hein, c'est-à-dire que c'est l'ouïe. Donc moi je pense qu'il vaut mieux mettre de la musique sans mots que des mots, parce que les mots, si vous êtes en train de faire l'amour et que vous entendez des mots, vous allez être moins dans la relation sexuelle, que votre ouïe va vous divertir et vous serez moins dans vos sensations. Donc je pense que je pense que les mots c'est pas forcément une bonne chose, ou alors si des mots murmurés à l'oreille, des mots d'amour évidemment. Ben oui, mais il y en a tellement des mots d'amour. Poésie. Oh bah oui, quand même. Le sexe, alors, le mot sexe, allez-y. Vous ne l'avez pas défini ou je vous ai coupé? Bah c'est des sexes masculins et féminins qui s'amusent ensemble. Voilà. Donc il y a une notion très ludique, hein, très... il vaudrait mieux, parce que si vous n'y mettez dans le mot sexe que la reproduction, vous n'allez pas faire souvent l'amour, hein. Ça va être vite réglé, hein. C'est 1,8 enfant par couple actuellement, donc... Hein. Et jouissance, le mot jouissance? Moi, c'est aussi un mot que je trouve très joli, oui, bien sûr.
Mais j'aime bien l'idée qu'on peut jouir de la vie, qu'on peut jouir de tas de choses. Je pense qu'il faut souvent d'ailleurs dans les mots, vous voyez, regardez là, elle jouit des caresses qu'on lui procure. Il y a beaucoup de mots qui sont finalement trop axés sur le sexe et qui sont finalement des mots qu'on devrait utiliser plus souvent dans le langage courant. Par exemple, plaisir, c'est tout de suite les gens pensent à la sexualité, alors qu'on a plaisir à regarder un rayon de soleil, on a plaisir à écouter des oiseaux chanter, enfin, faut s'ouvrir au plaisir. Et le mot violence, il est dur celui-là. Ah bah oui, le mot violence, il n'y a pas... Mais parfois, il faut savoir être un petit peu... Alors violent peut-être pas, mais il faut savoir un peu quand même se faire violence déjà à soi, parfois, et puis oser être un peu violente pour poser vraiment ses limites, pour se faire respecter. C'est malheureusement parfois un petit peu nécessaire. Pourquoi le sexe est tabou aujourd'hui? Pourquoi il reste encore tabou? Bon, ça fait quand même partie de quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité. Et je trouve d'ailleurs que par certains côtés, il n'est plus assez tabou. Ça peut paraître curieux que je dise ça, mais je trouve que, par exemple, sur les... Je voyais hier encore, j'avais ma chroniqueuse qui me parlait d'un magasin où ils vendent des gaufres en forme de pénis. Enfin, franchement, faire de la pub avec ça, c'est ridicule. On peut manger des gaufres sans que ça ait la forme d'une foufoune ou d'un pénis. Donc je trouve que parfois, en ce moment, on le met un peu à toutes les sauces et je trouve pas ça forcément bien. Mais en revanche, oui, il y a deux grands tabous français. Le soir, à un dîner, vous n'allez pas demander à quelqu'un s'il s'est masturbé la veille et vous n'allez pas lui demander non plus combien il gagne. Et je trouve que c'est vraiment... alors l'argent est moins tabou aux États-Unis, mais je pense que la masturbation, ça serait pareil, on n'oserait pas. Et je trouve que c'est intéressant de constater que ces deux tabous qui sont très très marqués chez nous en France, parce que... ça explique aussi cette difficulté qu'ont les gens entre l'être et l'avoir. Parce que comme l'argent est tabou, on a tendance à cacher ce qu'on a, et je pense que ça nous empêche d'être. Mais je vous relance quand même sur le plan de la masturbation. Je ne pense pas qu'il y ait une société au monde dans laquelle ça se fasse d'en parler. Oh, il y a peut-être des sociétés comme en Afrique ou des choses comme ça où c'est peut-être plus ouvert. Je pas, mais je suis d'accord avec vous, la majorité, bien sûr. Mais ça c'est la sexualité la plus intime, c'est la sexualité avec soi-même. Et ma question, après c'est bon, mais c'est, je disais tout à l'heure, c'est votre vie est linéaire, mais j'ai quand même envie de poser cette question. Quel est la personne, soit un animal, un végétal, un homme, un livre, une rencontre qui a duré 1 minute, 1 heure, une journée, peut-être une vie, qui a changé ton regard sur le monde, qui a transformé à un moment précis quelque chose en toi et que tu portes encore aujourd'hui, que vous portez encore aujourd'hui? Oh, il y a plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements aussi. Une image qui revient souvent. Ce moment-là, ce passage. Beaucoup sûrement. Est-ce qu'il y a une parole? Ah, c'est lui. Ah oui, voilà. C'est la rencontre avec... Il comprend tout parce que Jouissance, il s'est tourné. Je sais qu'il a fait comme ça. Elle comprend tout. C'est pas grave. Non, mais oui, c'est difficile parce que c'est des moments comme ça, clés, des choses. Il y a pas une personne. Il y a eu des personnes qui ont... C'est peut-être un animal, un livre, je sais pas. Ce qui vient, s'il vient rien, c'est pas grave. Alors, le penseur ou le sage qui m'a le plus aidé à un moment dans ma vie, c'est Krishnamurti. J'ai dévoré Krishnamurti quand j'avais 22 ans, 23 ans, oui.
ou peut-être même plus, enfin en tout cas avant 25 ans. Et ça a été vraiment quelqu'un qui m'a énormément apporté. Et c'est rigolo parce que j'ai voulu relire un livre de Krishnamurti il y a 2 ans. Je me suis dit, mais c'est chiant. c'est comme quoi on peut changer, hein, mais oui. Vous vous souvenez du livre? Alors, le titre, je ne sais pas lequel c'était, mais je sais que ce qui m'a énormément apporté, c'est cette notion de laisser l'émotion exister et de ne pas vouloir la maîtriser. C'est lui qui m'a le plus aidé dans cette compréhension-là. Comme je suis quelqu'un d'hypersensible et que j'avais tendance à vouloir tout masquer, ça m'a permis de commencer à me construire. Oui. Moi, j'aurais encore une question. Oui. Brigitte, si je vous dis que vous êtes une femme inspirante, vous me répondez quoi? Oui, je l'entends souvent de la part de mes auditrices et c'est vrai, sans doute, puisqu'on me le dit. Mais je crois que ce qui inspire peut-être les gens, c'est cette capacité que j'ai eue, malgré un parcours au départ pas très valorisant, d'en faire quelque chose de positif. Et je pense que de toute façon, on a toujours envie de copier les gens ou de s'inspirer des gens qui ont une vie pas ordinaire, c'est évident. C'est ça. Et qui en ont fait quelque chose et qui peuvent transmettre aux autres ensuite. Et c'est marrant parce que j'ai commencé un livre, je ne sais pas si je le finirai, j'ai commencé un livre où je raconte mon histoire, mais je la raconte en expliquant à chaque fois ce que ça m'a apporté, ce que j'ai traversé. Pour justement aider. Parce que très souvent j'ai des auditrices, surtout des auditrices, qui me disent qu'est-ce que vous avez fait pour être ce que vous êtes aujourd'hui? Et bon, je ne peux pas résumer ça en un mot. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé ce livre. Et puis on verra si je le termine ou si en tout cas j'essaye de le voilà. Vous dites que c'était pas valorisant ce que vous avez fait avant, le mot. Vous l'avez dit, c'était pas très valorisant. Non, bien sûr que non. Ah bah non. Être actrice de film porno à cette époque-là en plus, enfin je veux dire, j'ai connu l'opprobre, ça c'est sûr. Et pourtant, pour moi personnellement, j'ai connu des femmes qui ont été avec plusieurs hommes et qui ont vendu leur corps, enfin qui se sont donnés, Oui. des clubs échangistes, etc. Mais je trouve que ces femmes ont une expérience et un vécu qui n'est pas la même que des femmes ordinaires. Certes, mais c'est quand même encore très très mal jugé de la part de la société. Mais pourtant, ce sont presque des initiatrices. Non, mais moi je le vis aujourd'hui. Enfin, je l'ai toujours vécu très bien d'ailleurs. Je ne peux pas dire que enfin, j'ai vécu toujours très bien. Disons que je l'ai toujours assumé et j'ai jamais voulu me renier. Je suis d'accord avec vous, on peut considérer que c'est quelque chose d'initiative, enfin, mais c'est quand même mal jugé par la société, quoi qu'on en dise. Mais justement, tout à l'heure, on avait commencé par le mot appartenance, donc ne pas appartenir aux yeux des autres. Ah ben non, mais ça je crois que j'ai prouvé que je ne l'appartenais pas aux yeux des autres, puisque j'ai continué à assumer et que je ne me suis pas reniée. Vous savez, il y a beaucoup d'actrices de films porno qui vont sortir des livres en disant qu'elles ont été victimes, que c'est parce que ci, c'est parce que ça. Moi j'ai plutôt écrit un livre où je disais j'ai joui et je vous emmerde. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant? Cette parole, elle est rafraîchissante. Brigitte, tu voulais dire quelque chose à ceux qui nous écoutent par rapport à nos échanges? Je ne sais pas, quelque chose auquel on n'a pas pensé, mais quelque chose qui... Je ne sais pas. Je crois qu'il faut... Il faut oser, que pour oser, parfois, il faut se mettre à rêver de ce qu'on pourrait aimer faire et l'écrire et se laisser un petit peu aller à l'écrire et là on va peut-être pouvoir sortir de soi ce qu'on aurait envie de faire, parce que si on le reste dans
dans la parole, l'écriture, c'est pour ça que le journal intime est quelque chose que je trouve qui ne devrait pas disparaître. C'est ce dialogue avec soi que les gens n'osent pas avoir, et c'est par ce dialogue avec soi qu'on arrive à faire sortir de soi des choses qui sont un petit peu bloquées, un petit peu enfouies. Et vraiment, ce que je pourrais dire là, comme ça, c'est de temps en temps, écrivez quelque chose que vous aimeriez faire, soyez fou, même si vous ne voulez pas le faire, et relisez ça quelques jours après ou un mois après, et ça parlera beaucoup de vous. Tu écrirais quoi aujourd'hui? Ce serait quoi aujourd'hui ce que tu aurais envie d'écrire? Là maintenant, ce que tu as vécu? Si tu avais ce calepin? Moi j'ai quand même à peu près réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser. Qu'est-ce que j'aurais envie Là par exemple j'aurais envie ça va certainement se faire, mais j'aurais envie de rejouer un rôle, un joli rôle de femme très... où vraiment je pourrais sortir des choses de moi qui surprendraient. J'ai une revanche à prendre en fait, parce que j'avais renoncé à mon métier de comédienne il y a déjà pas mal d'années, puisque le cinéma voulait pas de moi. Et comme j'ai tourné un téléfilm là, que j'ai pris beaucoup de plaisir, et qu'en plus j'ai eu de bonnes critiques, donc là j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie de cette revanche, voilà, que je ferai peut-être, que je ne ferai pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit quand vous me posez la question. Et le rôle que vous aimeriez tenir, justement, parce que vous disiez, j'ai envie de dire... Alors peut-être une femme qui serait en apparence, j'aime bien ces rôles où en apparence une femme assez monstrueuse, et puis qui en fait est très blessée, et puis qui finalement fait quelque chose enfin, en sous-main, si je puis dire, fait des choses formidables quoi, pour les autres.